Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier le collège de me permettre d'être présent aujourd'hui et de m'avoir proposé de communiquer cette présentation au titre un petit peu mystérieux: que proposer lorsqu'on a tout essayé. Alors, vous trouverez ici mes liens d'intérêt. Je suis audioprothésiste pour la société Audica. Je suis responsable pédagogique de l'école du prothèse de Fougères et régleur d'implants au CHU de Rennes. Alors, que proposer lorsqu'on a tout essayé? Lorsqu'on m'a donné ce sujet, je me suis lancé dans un petit brainstorming des choses que je pouvais faire en tant qu'audioprothésiste par rapport à ça. Donc, j'ai pensé bien sûr à faire des mesures complémentaires et à chercher à préciser ces mesures, à suspecter la présence de neuropathie ou de troubles de traitement de l'audition, chercher à optimiser mon appareillage, le couplage par exemple, comme ça a été bien démontré aujourd'hui, me tourner vers des nouvelles technologies d'appareils auditifs, et travailler conjointement avec l'orthophoniste ou des plateformes d'entraînement auditif. Et comme vous avez pu le constater, eh bien finalement, tout ça, ça a déjà été traité. Donc je me suis retrouvé à avoir ce côté encore plus mystérieux pour moi de ce titre. Et je me suis finalement replongé dans ma pratique au quotidien. Qu'est-ce que moi, audioprothésiste de terrain, qu'est-ce que nous, audioprothésistes de terrain, nous pouvons trouver comme solution pour encore chercher à améliorer l'intelligibilité de notre patient en environnement bruyant. Et lors de mes recherches, finalement, je me suis rendu compte qu'on n'est pas les seuls à s'être intéressés à ce sujet. Des entreprises, ont mis au point des applications de retranscription instantanée. Donc, ce sont des applications qui vont permettre, via l'utilisation de la reconnaissance vocale, de retranscrire une conversation avec un seul interlocuteur, voire plusieurs interlocuteurs, afin d'aider nos patients dans ces situations qui leur sont difficiles. Ce sont même des applications qui sont présentes dans certains services publics, où en fait, ça va être installé dans des lieux d'accueil qui peuvent être des lieux bruyants pour aider nos patients via cette retranscription à mieux comprendre les échanges avec la personne à l'accueil. Et d'un point de vue audioprothétique, là aussi, on a quand même des choses de notre côté, des choses qui sont au sein de notre portefeuille produit, qui sont ces systèmes d'aide à l'écoute qui peuvent avoir différentes fonctionnalités, différents buts, mais le principe reste toujours le même, qui est de venir capter le signal au plus près de la source et de transmettre ce signal utile par une voie autre qu'aérienne. Ce faisant, on va pouvoir contrer, limiter l'impact de 3 phénomènes qui vont impacter négativement l'intelligibilité de notre patient, qui sont donc le bruit de fond, ça a déjà été bien relaté maintenant pendant ces 2 journées, mais aussi 2 autres phénomènes qui sont la distance entre le patient et son locuteur et le temps de réverbération. Ces 2 phénomènes qui vont venir s'additionner au bruit de fond et donc qui vont encore masquer cette émergence du signal par rapport au bruit et donc dégrader l'intelligibilité de notre patient. Alors, ces systèmes d'aide à l'écoute, on en a plusieurs. Je vous ferai pas l'affront de vous expliquer comment fonctionne la boucle magnétique. Ce système qui est assez ancien, mais qui finalement reste toujours d'actualité puisque les établissements qui reçoivent du public sont toujours dans l'obligation d'installer une boucle magnétique. Nous-mêmes, audioprothésistes, nous sommes aussi, nous avons devoir de proposition d'un appareillage auditif qui va disposer de cette position T lors de l'établissement d'un devis. Ces systèmes, l'amélioration, leur impact sur la compréhension dans le bruit a déjà aussi été moult fois démontré. Mais ce qu'on sait aussi de ces systèmes, c'est ses limites. Leurs limites pratiques, vous voyez que pour un usage comme nous faisons actuellement, ça pourrait très bien fonctionner, mais c'est pas bruyant. Dans des halls d'accueil qui peuvent être une nouvelle fois bruyants, ça peut être tout à fait aussi adapté. Par contre, pour d'autres utilisations, on voit bien tout de suite les limites pratiques d'un système de ce type. Et on connaît aussi les limites techniques, c'est-à-dire sa forte sensibilité aux champs magnétiques parasites, aux champs magnétiques concurrents à ceux du signal utile. Pour ce faire, pour essayer de contrer cette problématique de champ magnétique, les fabricants ont donc développé des accessoires. On va s'intéresser aux microphones déportés, qui fonctionnent du coup principalement sur de la modulation de fréquence ou du Bluetooth, qui reste une modulation de fréquence, mais avec des protocoles qui sont spécifiques. On connaît tous le microphone cravate, dont l'illustration ici explique bien son utilisation. Et vous avez aussi donc des microphones de table qui vont chercher à la
capter le signal de la voix utile lors d'une conversation à plusieurs locuteurs de manière automatique ou manuelle par le patient. Là aussi, ces systèmes, ça fait longtemps qu'ont été démontré leur efficacité, qui se maintient dans le temps malgré l'évolution des technologies. On connaît aussi leurs limites pratiques à ces systèmes. Ça reste un accessoire. Il faut que le patient pense à le recharger, sache bien l'utiliser, pense à le prendre. Donc, ça nécessite aussi des capacités supplémentaires de la part de notre patient. Pour illustrer cela, eh bien, je vais vous présenter un cas clinique. Il s'agit d'un patient de 74 ans qui a été appareillé pour la première fois en 2017. Et lors du suivi de son appareillage, on a constaté conjointement avec l'ORL une dégradation progressive de son audibilité, mais pas particulièrement de son intelligibilité, avec assez logiquement une augmentation de ses difficultés résiduelles, aussi bien dans le calme et plus particulièrement dans le bruit. Vous voyez ici les courbes qu'on obtient quasiment en 2023, donc avec une perte moyenne groupe 2 au niveau de l'oreille droite et perte moyenne groupe 1 au niveau de l'oreille gauche, mais surtout une intelligibilité qui se sature à 70% de compréhension au niveau de l'oreille gauche, et on flirte avec les 50% de compréhension au niveau de l'oreille droite. On a fait avec ce patient un essai d'appareillage auditif en 2023 avec une puissance supérieure pour s'adapter à cette nouvelle donne. Donc un appareillage qui a permis d'améliorer certaines choses, mais qui, comme vous le voyez, là aussi n'était pas suffisant. On a une amélioration nette de l'audibilité de son patient, mais on a aussi des limites logiques, toujours en termes d'intelligibilité. Alors, ce patient, malheureusement, n'a pas pu bénéficier de rééducation orthophonique. Il avait des difficultés de locomotion. Il était aussi pas ou peu à l'aise ou pas motivé pour s'intégrer sur un projet de plateforme de rééducation, d'entraînement auditif. Et il avait une demande qui lui était assez chère, ce patient, qui était d'améliorer sa compréhension dans un environnement qui est le troquet en bas de chez lui, auquel il va régulièrement avec sa femme. C'est vraiment quelque chose qui pour lui était important. C'était un environnement convivial, un lieu convivial. Et il était vraiment à la recherche d'une solution par rapport à ça. Donc par rapport à ce qu'on a pu présenter précédemment, vous voyez bien tout de suite que on va être tout à fait dans le cas d'un test d'un microphone déporté. Et vous voyez ici son score au questionnaire SSQ15 concernant justement ces difficultés dans un environnement de ce type. Donc ce patient, on lui a proposé un essai d'un microphone déporté, qu'on a cherché aussi à objectiver l'apport de ce système en cabine. Donc on a cherché à se maintenir sur des conditions les plus écologiques possibles. Donc en plaçant le patient toujours à une distance de 1 mètre du haut-parleur, et on va venir placer ce microphone déporté à 20 cm du haut-parleur de signal en étant vigilant par rapport à la directivité microphonique. Voici le résultat au test VRB chez ce patient sans microphone déporté. Donc là, ça met vraiment en lumière les difficultés qu'on aurait pu envisager chez ce patient et qui nous a relaté avec un score maximum de 30% de compréhension et plus aucune compréhension à partir d'un rapport signal sur bruit de +6 et inférieur. Et vous voyez ici les résultats obtenus avec microphone déporté. Donc on a une nette amélioration de sa compréhension. Alors elle n'est pas parfaite, elle bloque toujours à 60% de compréhension, mais c'est comme une amélioration qui est assez significative. On observe cependant qu'au-delà là aussi d'un rapport signal sur bruit de +6, on n'a plus aucune intelligibilité. Alors, et ça, malgré plusieurs modifications de réglage, on a cherché à optimiser le taux de mixage entre l'information qui arrive du microphone déporté et qui arrive des microphones de l'appareil auditif dans un but de chercher à améliorer son rapport signal sur bruit en sortie d'appareil. Et là, c'est vraiment les résultats obtenus dans cette configuration qui était la configuration optimale après plusieurs tests. Cependant, heureusement pour nous, ce troquet devait être quand même sur des rapports signal sur bruit supérieurs à +6, puisque le patient a constaté une amélioration nette de son intelligibilité, comme on peut le voir aussi au questionnaire SSQ15, qui a été confirmé par son entourage. Et dans un futur proche, qu'est-ce qui nous attend ? Eh bien, un futur proche, puisque finalement, c'est déjà une fonctionnalité qu'on a sur les dernières générations d'appareils auditifs, qui est le Bluetooth Low Energy Audio, donc la version 5.2,
Pourquoi ce système nous intéresse particulièrement? Parce qu'il dispose d'une fonctionnalité appelée Auracast, qui est finalement une fonctionnalité broadcast. Qu'est-ce que c'est qu'une fonctionnalité broadcast? Eh bien, c'est-à-dire qu'à partir d'un seul émetteur Bluetooth, on va pouvoir connecter un nombre illimité de récepteurs Bluetooth adaptés. Donc ça va se faire de différentes manières. On peut prendre par exemple l'exemple d'un hall de gare, où nous-mêmes parfois dans un hall de gare qui est un environnement bruyant, on peut avoir des difficultés à percevoir les annonces, souvent de retard, pour nous dire que là votre patient va pouvoir avec Auracast pouvoir accéder à un réseau spécifique via son téléphone portable, comme si on vient se connecter à un réseau Wi-Fi comme vous l'avez fait aujourd'hui au sein de l'EPU. Et comme cela, il va pouvoir percevoir directement dans ses appareils auditifs les annonces de gare, donc améliorer son rapport signal sur bruit. On retrouve le côté universel de la boucle magnétique, mais sans son inconvénient, donc ses interférences magnétiques. Alors, dans quel futur on va pouvoir proposer cela à notre patient? Eh bien, nous sommes maintenant dépendants de l'installation de ces récepteurs, de ces émetteurs Bluetooth Auracast au sein des différentes structures. Les prévisions vont quand même dans un sens très positif par rapport à ça. Alors, en conclusion par rapport à ça, des solutions techniques, elles existent, mais on a vu qu'elles avaient aussi des inconvénients. Une nouvelle fois, ça reste un accessoire supplémentaire à gérer pour le patient. Donc, ça reste une contrainte supplémentaire. Finalement, en échangeant avec mes collègues, l'élément le plus important qui ressort par rapport à tout ça, eh bien, c'est l'importance de l'échange avec son patient, de pouvoir établir un prédictif d'appareillage suffisamment tôt à son patient pour lui expliquer les limites qu'il va avoir, le préparer à ses difficultés potentielles pour pas créer de la déception sur son appareillage et qu'il faut qu'on puisse communiquer une nouvelle fois avec ce patient pour reconnaître nos limites et les siennes, puisqu'une nouvelle fois, c'est un travail d'équipe entre nous et notre patient. On va aussi vous parler après de l'impact possible de l'hyperacousie des implants par les prochains orateurs. Je vous remercie. Merci Gaëtan pour cette présentation qui ouvre des réflexions. D'ailleurs, par rapport à la technologie Auracast dont tu nous parlais à l'instant, quelle évolution vis-à-vis de la boucle magnétique et notamment de nos obligations dans le devis en tant qu'audioprothésiste? Oui, je pense que ça va être une vraie question qu'il va falloir qu'on puisse soulever, potentiellement avec le collège ou d'autres instances, sur justement l'évolution de cette réglementation, à un moment donné où on aura suffisamment d'émetteurs Auracast de disponibles. Est-ce qu'on aura toujours intérêt à devoir proposer cette solution de la boucle magnétique aux patients, alors que potentiellement on aurait mieux à leur proposer? Merci beaucoup. Merci.